Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes samedi 2 mars. Bienvenue dans le 20h. Voici les titres. Le vice-président ivoirien vient de participer à la première session du conseil d'administration du PAM, le programme alimentaire mondial en Italie. En marge de l'événement, il a rencontré à Rome le directeur général de la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, pour parler des potentialités agricoles de la Côte d'Ivoire. La SENEC suspend son mot d'ordre de grève. La coordination nationale des enseignants du supérieur et des chercheurs de Côte d'Ivoire annonce la reprise des cours ce lundi 4 mars dans les universités ivoiriennes. La grève est suspendue pour une période de 2 semaines par l'organisation syndicale qui a échangé hier avec les autorités du secteur éducatif. Une mission du FMI, le Fonds monétaire international, sera bientôt en Côte d'Ivoire pour évaluer l'exécution du programme économique et financier du pays durant l'année écoulée. Les perspectives à moyen terme seront établies. La direction générale de l'économie est réunie en ce moment à Grand Bassam pour préparer cette mission. La fête du cinéma à Ouagadougou s'achève ce samedi. Après une semaine d'activité, le public a pu apprécier plus de 100 films. Le clap de fin aura lieu ce soir, qui remportera les talons d'or du Yenega 2019. En attendant la réponse, nous sillonnerons des salles de cinéma à Ouagadougou pour voir l'ambiance. Soyez les bienvenus sur RTI 1. La communauté internationale s'apprête à célébrer les droits de la femme le 8 mars prochain. Avant l'événement, RTI 1 donne la parole aux femmes pour partager leurs expériences. Des expériences parfois douloureuses, mais riches d'enseignements. Et ce soir, notre invité de la page culture, Maïmounaba Marega, auteur de l'œuvre Mémoire d'une rescapée de la dictature de Sékou Touré, a décidé de témoigner sur sa vie, sur le régime du premier président guinéen et sur la mort de son époux dans les geôles du camp Boiro en Guinée. Quelles sont les leçons apprises par notre invitée, Maïmounaba Marega, l'une des premières pharmaciennes d'Afrique noire francophone, âgée aujourd'hui de 86 ans, est avec nous. Bienvenue, Madame Maïmounaba Marega. Alors, vous êtes la veuve du docteur Boka Marega qui a perdu la vie en Guinée dans les années 70. Oui. Dites-nous en quoi êtes-vous une rescapée, puisque vous en parlez dans votre ouvrage. Oui, je suis une rescapée parce que la Guinée est devenue un camp de concentration. Et en plus de ça, un enfer. Et même Amnesty International a fait le coup des comptes. Il y avait 50 000 morts. Dans ma famille seulement, j'ai eu au moins 11 morts, sans compter les amis. Vous nous en direz davantage. Vous êtes exilé en Côte d'Ivoire. Vous allez nous donner les raisons dans les détails. On va se retrouver dans une trentaine de minutes. À tout à l'heure, Madame Maïmounaba Marega. Mais vous restez avec nous. Nous allons nous rendre en Italie, d'où revient le vice-président Daniel Kablan-Duncan. Il est rentré cette semaine après avoir participé à la première session du conseil d'administration du PAM, le programme alimentaire mondial. En marge de cette réunion, il a échangé avec le directeur général de la FAO à Rome. Ils ont évoqué les potentialités agricoles de la Côte d'Ivoire et les actions pour faire du pays l'un des greniers de l'Afrique. Jérôme Kofi Abolin, depuis l'Italie. La FAO, l'une des différentes étapes ayant marqué la présence du vice-président Daniel Kablan-Duncan à Rome entre les 24 et 26 février. Au siège de cette institution dans la capitale italienne, le vice-président s'est rendu en vue des échanges avec le directeur général José Graciano da Silva. Pour le vice-président Daniel Kablan-Duncan, il s'agit d'évoquer l'importance des relations entre les deux parties. Grâce à l'appui de la FAO, la Côte d'Ivoire est devenue puissance agricole en Afrique de l'Ouest et même en Afrique. Je disais que nous sommes le premier producteur mondial de cacao avec plus de 2 millions de tonnes, premier producteur mondial d'anacarde avec plus de 800 000 tonnes et premier producteur mondial de cola, parce que les gens ne le savent pas. Et premier producteur africain dans beaucoup de domaines, que ce soit donc l'EVA, que ce soit donc le palmier à huile, etc. Mais cela, il a fallu donc l'appui donc de la FAO. Je dois dire aussi que dans les exploitations agricoles en Côte d'Ivoire, il y a bien sûr des grandes sociétés. Mais le plus grand nombre, ce sont les petits, justement, producteurs agricoles. Et c'est la raison pour laquelle, en fait, la Côte d'Ivoire accorde une importance particulière aux exploitations agricoles. À la fois par le biais de la recherche, parce que c'est par ce biais-là que nous pouvons donc améliorer le rendement donc, des productions. Je prends un exemple, si vous prenez le cacao,
On a pu améliorer par le biais donc, de la recherche le rendement de 30 à 40%. On produisait le cacao dans le temps en 3 ans. Maintenant, on le produit à 18 mois. Et ce cacao, d'ailleurs, s'appelle le cacao Mercedes. Donc l'agriculture est vraiment la base du développement économique de la Côte d'Ivoire. Maintenant, ce qu'on veut faire aussi pour les petits planteurs là-bas, c'est leur assurer le marché. Rien ne sert de produire si vous ne pouvez pas donc vendre vos produits. C'est ce qu'on appelle les agropoles. C'est-à-dire, on produit, on transforme, on vend. Donc c'est un ensemble qu'il faut pouvoir faire pour les producteurs agricoles. La FAO aide les pays en développement et les pays en transition à moderniser et améliorer leurs pratiques agricoles, forestières et halieutiques, et aussi à garantir la sécurité alimentaire et une bonne nutrition pour tous. Après l'entretien avec son directeur général José Graciano da Silva, le vice-président Daniel Kablan-Duncan a eu droit à un cocktail offert par l'ambassadeur de Côte d'Ivoire auprès des institutions internationales à Rome, son Excellence Cissé Seydou. Un moment de convivialité qui, pour le vice-président Daniel Kablan-Duncan, constitue un exemple d'abnégation, de partage et de vivre ensemble, des valeurs qui doivent caractériser l'Ivoirien nouveau, comme le veut le président de la République, Alassane Ouattara. Tout est bien qui finit bien. Ici en Côte d'Ivoire, les étudiants pourront reprendre le chemin des amphis ce lundi 4 mars. La CNEC, la Coordination nationale des enseignants du supérieur et des chercheurs, a suspendu son mot d'ordre de grève. La grève est suspendue pour une période de 2 semaines par l'organisation syndicale qui a échangé hier vendredi avec les autorités du secteur éducatif. Le témoignage de Franck Quadio. La Coordination nationale des enseignants du supérieur et des chercheurs de Côte d'Ivoire, CNEC, après plusieurs semaines d'interruption de cours dans nos universités, appelle à la reprise des cours, surtout dit le porte-parole, après l'implication dans les discussions du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. À partir de l'instant où la prise en compte de nos aspirations légitimes que nous avons appelées de tous nos voeux depuis le début de cette crise est effective, il serait incohérent de notre part de disposer sur nous, syndicalistes, notre âme ultime, c'est-à-dire la grève. C'est pourquoi nous appelons solennellement, ici et maintenant, à la suspension du mot d'ordre de grève pour une période de 2 semaines dans toutes les universités, instituts et grandes écoles publiques de l'enseignement supérieur, comme l'a demandé l'Assemblée générale extraordinaire tenue ce jour même à partir de 14 h sur toute l'étendue du territoire national jusqu'à nouvel ordre et que l'école reprenne dès le lundi 4 mars 2019 à 7 h. La CNEC dit présenter ses excuses à la nation et salue la libération de leurs camarades incarcérés. Nous saluons la libération du camarade Johnson Kwasi Zamina et du collègue Dad Joël Maxime qui viennent d'être libérés sous peu. 2 semaines pour donner une chance au dialogue, mais la CNEC plaide aussi pour l'annulation des sanctions administratives à l'encontre des 12 camarades de l'Université Félix Houphouët-Boigny, la reconsidération des dossiers de candidature du CAMES session 2019 des syndicalistes membres de la CNEC, le rétablissement du salaire du docteur Dad Joël Maxime, suspendu depuis plus d'1 année à l'Université Félix Houphouët-Boigny. Au niveau économique, les lignes bougent aussi en Côte d'Ivoire. Une mission du FMI, le Fonds monétaire international, arrive bientôt sur le territoire ivoirien pour évaluer l'exécution du programme économique et financier du pays durant l'année écoulée. Les perspectives à moyen terme seront tracées. La Direction générale de l'économie est réunie en ce moment même à Grand Bassam pour préparer cette mission. Francis Boifo. Les agrégats sont des indicateurs économiques qui désignent des synthèses de l'activité économique nationale. Ce sont des éléments qui permettent d'effectuer des comparaisons dans le temps ou entre les pays. C'est par exemple le commerce, la balance des paiements, le déficit public, le produit intérieur brut du PIB, la croissance, l'inflation, l'endettement. Quelques indicateurs de la Côte d'Ivoire. Notre endettement est sous contrôle et bien géré. Nous avons un taux qui est en dessous de 50%, pour ne pas dire 45%, et donc qui est nettement en dessous de la norme communautaire de 8 mois, qui est de 70%.
L'inflation, nous sommes à un niveau de moins de 1%. Pour ne pas dire cette année, c'est 0,4-0,5%. Donc nettement en dessous de la norme communautaire de l'UEMOA qui est de 3%. L'économie ivoirienne se porte bien. Quand nous allons au roadshow pour présenter la situation de la Côte d'Ivoire, c'est des résultats qui dépassent les objectifs. Et donc, quand on ne fait pas confiance à l'économie, on n'injecte pas de ressources. Et l'attrait des investisseurs étrangers est un élément déterminant qui permet de dire que les gens ont confiance en cette économie parce qu'il y a une perspective qui est tracée et on sait où on va. La Côte d'Ivoire est classée dans le top 10 des pays les plus réformateurs au monde, avec un taux de croissance moyen autour de 9% entre 2012 et 2016. Mais certains Ivoiriens disent ne pas sentir l'impact de cette croissance dans les ménages ni dans les poches. La croissance, elle n'est pas que monétaire. Mais si vous voulez, on peut revenir pour dire que quand même il y a eu des évolutions importantes. Il y a eu le relèvement du SMIC, il y a eu le déblocage indiciaire des salaires des fonctionnaires, il y a eu la revalorisation des prix aux paysans. Mais il y a encore beaucoup de demandes sociales qu'il faut satisfaire. Vous savez, il y a des canaux de transmission de la croissance. Ça se mesure aussi l'inclusivité par les biens collectifs. Les biens collectifs, ce sont les routes, ce sont les hôpitaux, ce sont les centres de santé, ce sont les adductions d'eau, c'est l'accès à l'électricité. Et quand vous prenez, vous verrez qu'en termes de dépenses pro pauvres, nous sommes passés en 2012 d'à peu près 1000 milliards à presque plus de 2000 milliards en 2018. Le gouvernement poursuit la mise en œuvre des programmes de développement économique avec l'appui de ses partenaires. En mars prochain, une mission du Fonds monétaire international, FMI, sera à Abidjan pour évaluer l'exécution du programme économique et financier à fin décembre 2018. Cette rencontre de Grand Bassam se tient en prélude à cette mission du FMI dont le but est d'examiner les indicateurs du cadre macroéconomique et de dégager les perspectives à moyen terme. Les acteurs du secteur du transport et de la sous-région sont en conclave à Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso. Ils planchent sur le financement du transport. Le ministre ivoirien des Transports participe aux travaux. On fait le point avec notre reporter sur place, Serge Collier. À l'ordre du jour de cette 12e session du conseil d'administration, la question du financement de l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer. Face au ministre burkinabé des Transports, président du conseil d'administration, le ministre Amadou Koné de la Côte d'Ivoire et les ministres des pays membres du conseil d'administration, le directeur général a présenté son rapport d'activité et le budget de fonctionnement de l'Académie. Pour régler les questions budgétaires liées à son bon fonctionnement, l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer s'est inscrite dans une phase d'autonomisation. Nous avons insisté sur tout ce que nous avons pu mettre en place au sein de l'institution, notamment la création de l'Institut de sécurité maritime interrégionale, le Centre de recherche maritime portuaire et logistique, qui sont des nouvelles entités qui ont été créées au sein de l'Académie. Aujourd'hui, les fonds générés en fonds propres par l'Académie sont à hauteur de 62% du budget. Donc ça, c'est un élément important. C'était aussi le souhait des administrateurs que l'Académie aille aujourd'hui vers l'autonomisation. Ça n'empêche pas que les États payent leur contribution. C'est pour ça que nous avons apprécié également la contribution exceptionnelle de la Côte d'Ivoire, qui va construire des bâtiments au sein de notre institution de l'ordre de plus de 3 milliards de francs CFA, et également la contribution exceptionnelle du Japon de plus de 3 milliards en équipement pédagogique. L'épineuse question des stages des élèves navigants et la transformation de l'Académie en université ont été évoquées. La 12e session du conseil d'administration de l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer a réuni l'ensemble des 8 États membres. 6 pays invités ainsi qu'une quinzaine d'organisations sous-régionales du secteur ont également participé aux travaux qui se sont tenus à Ouagadougou. Ici en Côte d'Ivoire, la Fondation des parcs et réserves renouvelle sa confiance et son appui financier à l'OIPR. L'Office ivoirien des parcs et réserves a reçu de la Fondation plus d'1 milliard de francs CFA pour la gestion des parcs nationaux et réserves. En clair, ce financement devrait contribuer à la sauvegarde et à la promotion des parcs nationaux de Taï, de la Comoé, d'Azagny et du Mont-Sangbé. Grâce Kando nous en dit plus.
La Fondation pour les parcs et réserves de Côte d'Ivoire octroie une subvention de 1,279 milliard de francs CFA à l'Office ivoirien des parcs et réserves OIPR pour l'exercice 2019. Ces fonds serviront à la gestion des parcs nationaux et réserves de Taï, de la Comoé, d'Azani et du Mont-Sangbé. C'est un mécanisme de financement pérenne. C'est une subvention non remboursable qui est faite à l'Office ivoirien des parcs et réserves. Notre objectif, dans le moyen terme, c'est d'arriver donc à octroyer une subvention de 2 milliards de francs pour le fonctionnement des parcs. La Fondation a fait un bon spectaculaire cette année, parce que l'année passée, nous étions à 1 milliard. Aujourd'hui, nous sommes à plus d'1,2 milliard. Ce qui est important, ça nous permet de couvrir à peu près 80% des coûts récurrents de ces parcs nationaux. Les coûts d'investissement sont assez importants, notamment en termes d'entretien des infrastructures routières, des bâtiments pour les agents, et notamment l'acquisition d'équipements, parce que vous savez, les pistes dans les parcs nationaux sont des pistes très dégradées qui usent les véhicules. Donc au jour d'aujourd'hui, nous avons besoin de renforcer notre parc auto pour faire face à toutes nos activités. Le réseau des parcs nationaux et réserves est soumis à diverses pressions, braconnage et colonisation illégale entre autres. De 2014 à 2018, la Fondation pour les parcs et réserves de Côte d'Ivoire a octroyé un montant total de 3,370 milliards de francs CFA à l'OIPR. La Fondation pour les parcs et réserves œuvre en faveur de la conservation des aires protégées et de la biodiversité en complément des engagements de l'État. Le ministre Kobena Kwasi Adjumani était en France aussi à 2019, le Salon international de l'agriculture qui a ouvert ses portes depuis quelques jours à Paris. Il a multiplié les rencontres avec les partenaires en quête de tout ce qui peut favoriser le développement des activités de l'élevage et de la pêche. Le ministre s'intéresse particulièrement aux petits ruminants, comme nous l'explique l'un de nos envoyés spéciaux, Hervé Blé à Paris. Une journée au Salon international de l'agriculture bien chargée pour le ministre des Ressources animales et halieutiques. À ce salon où l'on peut découvrir de nombreuses espèces de fermes, le ministre Kobena Kwasi Adjumani est allé à la rencontre des éleveurs et autres opérateurs du secteur de l'élevage en France. Comme l'a fait le Premier ministre français Édouard Philippe avant lui, le ministre Kobena Kwasi Adjumani a apprécié la tête d'affiche du Salon de l'agriculture 2019. L'escale, au stand de Imminence l'égérie du salon, une vache de race bleue du nord de la France a précédé celle effectuée au niveau des petits ruminants, dernière escale avec un intérêt tout marqué. En Côte d'Ivoire, nous avons décidé de promouvoir l'élevage des petits ruminants. Un élevage à cycle court, mais qui permet vraiment de donner à la femme une valeur ajoutée dans ce qu'elle fait. C'est pour ça que nous disons qu'avec cet élevage, il y aura l'autonomisation de la femme. Et nous avons pris des contacts avec leurs experts qui veulent faire le déplacement en Côte d'Ivoire et nous montrer leur savoir-faire. Parallèlement aussi, nous allons faire venir nos experts pour venir apprendre chez eux l'art de faire l'insémination artificielle en faisant des croisements également entre leurs animaux et les nôtres. D'élevage, il a été aussi question avec l'association des anciens élèves de la bergerie nationale, cette vitrine de l'agriculture durable en France. En pleine assemblée générale, ils n'ont pas manqué d'échanger avec le ministre Kobena Kwasi Adjumani, des échanges cordiaux consacrés pour l'essentiel à ce que ses membres pourraient apporter au développement de l'élevage en Côte d'Ivoire. Comme l'a dit votre porte-parole, nous allons trouver notre intérêt à coopérer avec cette grande école fondée par Louis XVI. Le SIA 2018 a accueilli 672 568 visiteurs français et internationaux. Le SIA 2019, qui espère en accueillir davantage, rassemble près de 1000 exposants venus de 22 pays et plus de 4000 animaux. On va rester aussi au Salon international de l'agriculture pour visiter les stands des pays africains, dont la Côte d'Ivoire. Nous allons découvrir avec notre envoyé spécial Jean-Jacques Kwame les richesses du monde agricole exposées aussi à 2019 et qui ne manque pas d'attirer et de séduire les visiteurs. Le pavillon 5.2
c'est le pavillon réservé au continent africain pour cette 56e édition du Salon international de l'agriculture. Dans ce pavillon, plusieurs pays africains se disputent la place de la représentativité. Si l'Afrique du Nord est fortement représentée avec différents stands, l'Afrique subsaharienne est aussi présente avec la Côte d'Ivoire, le Mali, le Sénégal et le Soudan. Nous avons des piments de table, on a des assaisonnements pour faire du riz au gras, du riz au curcuma et du riz à la moutarde. Et puis après, nous avons des assaisonnements simples, comme par exemple le gem-gem, le souma de chez nous. On présente de l'engrais biologique, j'entends par là, on utilise le procédé de compostage, tout ce qui est excréments d'animaux, déchets ménagers, feuilles mortes, on le mélange et ce qu'on met dans la terre pour fertiliser le sol et accroître la croissance des plantes. Les produits du terroir sont les plus exposés. La gastronomie occupe également une place importante. Aujourd'hui, nous avons commencé avec la compote ou la confiture de courge qui travaillait dans la région du Nord. Et en même temps, donc, on a essayé de faire des recettes avec la crêpe mille trous. Là, la deuxième recette, c'était la recette de couscous, un incontournable dans la cuisine marocaine, bien sûr, et que nous avons travaillé avec deux façons, une façon sucrée et la façon salée, qui est très connue, bien sûr, et qui est le couscous aux 7 légumes. Les truffes de la Tunisie, les truffes de la désert, elle est préparée dans des différents menus, dans les sauces rouges, dans les sauces blanches, sautées à l'ail, dans les salades et tout. À côté, on retrouve les produits de beauté et de santé. Ici, je propose l'huile d'argan. C'est un huile qui a deux usages. Il y a celui qui est alimentaire et celui pour usage cosmétique. Elle est très bonne pour la peau, elle est riche en vitamine E et oméga 6. Les différents stands ne les emplissent pas. Ils sont pris d'assaut par les nombreux visiteurs curieux de découvrir les produits Made in Africa. Parce qu'il y a beaucoup de patrimoine en Afrique qui ne sont pas assez mis en valeur en France. Donc c'est une bonne chose qu'ils soient exposés ici. Mais l'Afrique et les Antilles, c'est pareil, alors voilà. Je fais ma fille découvrir la culture de nos ancêtres. L'ambiance avec la musique de terroir constitue également un élément attractif pour inviter les visiteurs à découvrir les richesses agricoles du continent africain. Retour en Côte d'Ivoire, prenons la direction de quelques villes de l'intérieur du pays, Bouaké, Kanaolo, Niakara et Katiola. Toutes ces villes ont été visitées par le commandant supérieur de la gendarmerie nationale. Cette tournée, entamée depuis quelques semaines, lui a permis de rencontrer des unités. Le général de brigade Alexandre Apalo Touré est allé remobiliser ses hommes et se rendre compte des réalités du terrain. Abou Sanogo. Rester au contact de la troupe afin de se rendre compte des réalités du terrain et la remobiliser. C'est le sens de la visite entreprise par le commandant supérieur de la gendarmerie nationale, Alexandre Apalo Touré, dans les unités sous sa tutelle. Le tout nouveau commandant supérieur de la gendarmerie nationale a rendu visite aux éléments de la 3e et de la 4e légion de gendarmerie pour s'enquérir de leurs conditions de travail. À Bouaké, et aux différents postes de gendarmerie de Kanawolo, Niakaramadougou et Katiola visités en venant de Korogo, le général de brigade Alexandre Apalo Touré a exhorté ses hommes à privilégier les renseignements et à mettre l'accent sur la police de proximité pour anticiper sur l'action des bandits. Il a abordé, entre autres, les questions de l'orpaillage clandestin et du racket. Il leur a conseillé de se détourner du racket en prônant la tolérance zéro. Sur le terrain, Alexandre Apalo Touré a échangé avec les éléments engagés dans l'opération Renard, consistant à la lutte contre les coupeurs de route sur l'axe Korogo-Bouaké. À ces derniers, il leur a demandé de redoubler d'efforts et de vigilance pour mettre le danger dans le camp de coupeurs de route. Ainsi, après Noé, à Benguru, Niablé, Ara, Bongwanou, Dembokro, Tumodi et Yamoussoukro, le commandant supérieur de la gendarmerie nationale va poursuivre sa tournée dans d'autres régions du pays. Autre visite sur le terrain politique cette fois-ci. Après Yamoussoukro hier vendredi, la mission d'explication du RHDP unifié conduite par le ministre Amédée Kouakou a fait escale à Sakasso ce samedi. La délégation est allée expliquer les motivations de la création du RHDP, parti unifié. Plus de 200 leaders communautaires ont été mis en mission de sensibilisation pour la paix. Léon Bro.
La délégation du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix face à 35 présidentes de groupements féminins, 82 présidents de jeunes et 94 chefs coutumiers de Sakassou. Pas pour mettre ces leaders de communauté en mission politique puisqu'ils sont tenus par le devoir de réserve, mais Amédée Kouakou et ses camarades les chargent de prêcher la paix pour le développement, des valeurs qui ont constitué l'idéal de vie de feu Félix Houphouët-Boigny que le président Alassane Ouattara s'emploie à perpétuer à travers le RHDP, ce nouveau creuset du Rassemblement des Ivoiriens. Le RHDP, c'est le RDR, l'UDPCI, l'UPCI, le MFA, Concorde, le mouvement Agir, mais il y a aussi des mouvements comme le PDCI-RDA sur les traces de Houphouët-Boigny, le PDCI-RDA Renaissance. En réalité, le RHDP, c'est un mouvement donc qui regroupe l'ensemble des partis essentiels de Côte d'Ivoire. Ce que nous souhaitons, c'est la paix, ce que nous souhaitons, c'est la cohésion, ce que nous souhaitons, c'est l'entente entre l'ensemble des Ivoiriens. De la naissance du RHDP au désaccord entre ces deux grands leaders en passant par la médiation pour les réconcilier, c'est l'actualité politique du moment qui a été passée en revue juste pour expliquer l'indispensable cohésion entre les oufouettistes. Quels que soient les problèmes qui se posent, nous devons nous asseoir, discuter. Le RHDP, c'est un parti qui porte le nom de Houphouët-Boigny. Houphouët-Boigny qui est un homme de paix, qui est un homme de cohésion. Houphouët-Boigny a dit que le dialogue, c'est l'arme des forts. Étaient mobilisés aux côtés de leur père de Sakassou, 130 chefs coutumiers des régions du Nzi et du Bélier, avec à leur tête le chef du canton Akoué et son homologue du Nanafoué dans le district autonome de Yamoussoukro. Les artistes mobilisent aussi pour le RHDP, le collectif des artistes pour la victoire du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix vient de lancer sa caravane nationale. L'objectif, semer l'amour et la paix partout en Côte d'Ivoire. Explication détaillée avec Wogion Télésoro et Herman Divé. Des artistes rassemblés au centre d'un collectif baptisé KVR. Collectif des artistes pour la victoire du RHDP se donne pour mission d'entretenir le vivre ensemble en engageant une caravane nationale qui sillonnera la Côte d'Ivoire de mars à octobre 2019. La ville de Bouaké choisie pour le top départ de cette caravane. À Bouaké, nous sommes heureux d'accueillir cette première édition de la caravane. Il y a un double sens. Vous savez que Bouaké, c'est la cité de la paix. Et tous les Bouakéens sont épris de paix et donc veulent diffuser cette philosophie à toute la Côte d'Ivoire. Et puis deuxième raison, vous savez que Bouaké est le centre de la Côte d'Ivoire d'où vont rayonner toutes les bonnes idées qui vont faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent. Le KVR regroupe plus de 700 artistes, tous engagés pour la paix. Victoire sur l'année 2010. L'année 2010 a été une année très noire pour toute la Côte d'Ivoire et pour tous ceux qui habitent en Côte d'Ivoire parce qu'on n'a pas su à temps vaincre le signe indien du langage des politiciens et la crise est venue nous tomber dessus. Mais cette fois-ci, on veut prendre une victoire sur l'instabilité dans le pays. On veut prendre vraiment une part prépondérante en sensibilisant les uns et les autres sur les idéaux du père fondateur, Félix Houphouët-Boigny, qui sont la cohésion sociale, la paix, la démocratie et la réconciliation. Pour ce mois de mars, 4 dates sont programmées pour 4 villes, Bouaké, Yamoussoukro, Dimbokro et Adiaké. Nous sommes samedi, on ouvre à présent la page culture de ce 20h. Sarah Saleh est la nouvelle Miss District 2019. Elle a été couronnée parmi 28 autres candidates. La nouvelle reine de beauté du district d'Abidjan est âgée de 18 ans. Franck Quadio. Une longue file, de l'ambiance et un sacre. Sarah Saleh, 18 ans, est la Miss District 2019. Vraiment, je ne m'attendais pas à ça, mais je rends grâce à Dieu. Il faut prendre ses rêves, c'est important. Choix du cœur, choix de raison. Sarah, selon le jury, remplissait tous les critères. Les critères qui ont valu la couronne à la Miss, c'est la beauté, ensuite l'élégance, la prestance qu'elle dégageait,
Et puis, sa façon de s'adresser au public, on trouve que son mot a été vraiment très bien, a été correct. Donc, elle remplissait vraiment les conditions. La Miss District 2019 remporte entre autres lots, un appartement meublé et un véhicule. Mémoire d'une rescapée de la dictature de Sékou Touré. On en parle tout à l'heure avec notre invitée de la page culture de ce 20h. Elle se nomme Maïmouna Ba Marega. Avant l'entretien, voyons le résumé qu'en fait notre reporter Franck Quadio. Ce livre est dédié Mort injustement. Toutes les victimes du camp Boiro de Sékou Touré et toutes les autres. Mes parents auxquels je dois tout. Mes enfants et petits-enfants. Mes amis ivoiriens. Devoir de mémoire, récit témoignage et la vérité d'une femme meurtrie par les événements tragiques qui ont jalonné le règne de Sékou Touré en Guinée. Je ne dis pas que tout ce que j'ai dit soit la vérité, mais je dirais la vérité de mon peuple. Maïmouna Ba Marega, après des études primaires, arrive en France, puis revient chez elle avec un diplôme en pharmacie. Nous sommes en 1960, 9 ans plus tard, arrestation de son mari et dégradation de la situation politique, elle emprunte la voie de la clandestinité, direction la Côte d'Ivoire avec ses 4 enfants. 15 chapitres des origines familiales à la fin du cauchemar en passant par les faux complots, le bilan du règne de Sékou Touré. La préface de Djibril Tamsir Niane caractérise l'œuvre comme une littérature de douleur, une interrogation de l'histoire, la quête d'indépendance d'une femme happée par les trémolos de la vie politique et des suspicions ambiantes de l'époque. Une après-midi, les policiers au nombre de 3 ont mis à sac notre domicile. Parmi eux figurait un ancien élève de mon père du nom de Bangoura, dont j'ai... Un livre aussi pour réhabiliter les siens, mais aussi tous ceux ayant été à l'époque stigmatisés. Comment? Quel est le visage de cette dictature à l'époque à Sékou Touré? Effet miroir, quels sont les stigmates sur la Guinée d'aujourd'hui? Des questions qui grondent et des réponses qui fusent. Maïmouna Ba Marega dit ses vérités. Alors, Maïmouna Ba Marega, il faut avoir du courage pour parler de la dictature de Sékou Touré, l'ancien président guinéen, dans un ouvrage. Et ce courage, vous l'avez? Oui. Je l'ai eu parce que maintenant, il y a quand même la liberté un peu de penser et de journalistes un peu. Il y a beaucoup plus de liberté. Parce qu'avant, si vous attaquez à Sékou Touré, vos parents de l'autre côté risquent gros. D'accord. Et la question qui me vient encore à l'esprit, c'est pourquoi avoir attendu plus de 30 ans après le décès du président Sékou Touré pour témoigner sur ce que vous avez vécu sous son régime dans un ouvrage? Avant, j'ai pas eu le temps parce que je me suis retrouvée veuve à 36 ans avec 4 enfants, plus ma nièce, ça fait 5. Et il fallait s'occuper de sa carrière, s'occuper des enfants, s'occuper de leur avenir. Et j'ai été aidée par mon frère, mais en fait, vous savez, c'est très difficile. Surtout, j'avais 3 garçons et puis ça faisait 2 filles. Donc le temps de vous retrouver. Donc le temps de me retrouver. Donc après, j'ai pu essayer maintenant d'écrire. Quand je travaillais moins à la pharmacie, et j'ai commencé à écrire, à mettre tout en branle pour pouvoir... raconter cette histoire douloureuse que vous avez vécue. Alors, quelles sont les preuves de ce que vous avancez? Parce qu'il s'agit tout de même d'un président de la République, le premier chef d'État guinéen que vous qualifiez de dictateur. Oui. Un dictateur, c'est quelqu'un qui a tous les pouvoirs en main. Pouvoir judiciaire, pouvoir exécutif, législatif et judiciaire. Lui, il était secrétaire, il était devenu secrétaire par un congrès. Je ne peux pas aller dans les détails. Il est devenu secrétaire général du parti, du PDG. Et ensuite, il a été élu président de la République. Donc, il avait tous les pouvoirs entre les mains. Et il avait droit de vie et de mort sur tous les Guinéens. Alors, dites-nous concrètement, qu'est-ce que vous reprochez au régime de Sékou Touré, qui était tout de même un ami personnel à votre famille, et d'ailleurs, vous étiez très proche de son épouse. Oui, j'étais très proche parce que mon beau-père s'est occupé de lui
Et j'ai mis dans le livre, je ne vais pas rentrer dans les détails, au lieu qu'on dise qu'il a licencié de l'école, c'est lui qui l'a repris à l'école, c'est dans le livre, et il l'a préparé jusqu'au CEP. Étant donné qu'il était grand et tout, il ne pouvait pas aller à l'EPS. Son frère Ismaël Touré est allé avec mon mari à l'EPS. Et lui, il a été à Georges Poiré pour avoir... et ça, c'est mon beau-père qui me l'a raconté. Qu'est-ce que vous lui reprochez au président Sékou Touré? Les massacres. Parce que quand il a dit non à De Gaulle, tout le monde était unanime avec lui. C'était en 1958, il n'y a pas eu quelqu'un pour référendum. Il n'y a pas eu quelqu'un pour dire oui, comme au Niger. Personne n'a dit oui, tout le monde était d'accord avec lui. Une fois que c'est fait, il fallait maintenant essayer que ça marche. Et lui, c'est là où il y a eu les problèmes. Voilà. Et donc ce nom que Sékou Touré a dit à De Gaulle, oui. Ce nom au référendum. Oui. Alors, qu'est-ce que cela vous inspire? Un bon, un mauvais souvenir? Non, ça a été un souvenir. Moi, j'étais très intuitive et j'étais pas tranquille. J'étais pas comme mon frère, mes frères qui dansaient. Pourquoi? Qui dansaient. Parce que j'avais peur. Je me dis 14 États, un seul dit non. Ça va être compliqué. Vous aviez peur de quoi? Ça va être compliqué. Des conséquences. Des conséquences diffuses. D'accord. Pas que c'est des conséquences. Et on ne savait rien encore. D'accord. Alors, votre époux a été arrêté sous le régime de Sékou Touré. Oui. Il est décédé après. Oui. Quelles sont les raisons de son arrestation? Et quand savez-vous reçu son décès? Le motif de son arrestation? C'est parce qu'il n'a pas dénoncé une conversation qu'il aurait entendue. C'était un prétexte, parce que la conversation, je l'ai su après, c'était simplement Sékou Touré a dit moi, je ne me laisserai pas arrêter comme Modibo. Parce que le motif? Je vais me battre. Donc, c'est là le motif. On ne lui a rien reproché. Hein. C'est ça qu'on lui a reproché, ce qui l'a tué. Alors, comment avez-vous appris son décès? Quand savez-vous? C'est à la mort de Sékou Touré. En 84? En 84. Qu'est-ce qu'il a tué? Comment? Comment? Qu'est-ce qu'il a tué? Non, il a été fusillé comme les autres. Vous savez, on les prenait. Je ne peux pas rentrer dans les détails. Mais on prenait les gens, on les attachait, on mettait dans les camions et les envoyait dans les fosses communes et on les fusillait. D'accord. Alors, vous décidez de vous exiler en Côte d'Ivoire. Oui. Comment est-ce que ça s'est passé? Et pourquoi vous avez décidé de fuir la Guinée? J'ai décidé de fuir justement cet enfer. Parce que tout mon entourage était arrêté. Il y avait, comme j'ai dit tout à l'heure, Amnesty International a dit qu'il y avait 50 000 morts. Vous comprenez? Toute l'élite a été tuée. Vous craignez pour votre vie? Je craignais pour ma vie et puis je voulais l'éducation de mes enfants. 4 enfants, vous décidez de vous exiler. Comment est-ce que vous arrivez à subvenir à vos besoins ici en Côte d'Ivoire? Je suis pharmacienne. Dès que je suis arrivée, j'ai commencé à travailler chez Mme Akangui, mon amie de faculté. On se connaissait depuis 1957. Et j'ai commencé à travailler et à inscrire mes enfants dans les lycées et à Mermoz. Plus de 30 ans après le décès de Sékou Touré, vous décidez de témoigner. Qu'est-ce que vous voulez que la jeune génération guinéenne ou africaine puisse retenir? Oui. Mais il faut qu'ils connaissent l'histoire de leur pays. En Guinée, ils ne connaissent pas l'histoire de leur pays. Quand je leur parle, ils me disent « Ah non, ça ne s'est pas passé ici, c'est impossible que ça se passe. » Ça a été camouflé. Je dis toujours, je répète toujours la phrase de votre confrère Alain Foucault, qui dit vrai que quand quelqu'un efface l'histoire d'un pays, c'est très grave. Et un pays qui n'a pas d'histoire, un peuple qui n'a pas d'histoire, c'est un peuple sans âme. Et j'ai constaté qu'ils ne savent pas du tout ce qui se passe. Donc c'est une ouverture pour que les gens commencent aussi à faire la même chose et à dire ce qu'ils savent. Moi, je n'ai parlé que de ce que je sais, ce que j'ai entendu. Ce que vous avez vécu. Je n'ai pas parlé d'autre chose. Et justement, est-ce qu'aujourd'hui vous êtes prête à pardonner? Pardonner, c'est difficile parce que quand vous allez là-bas, ils disent encore
que ces gens qui ont été arrêtés, toute cette élite qui a été éliminée à la Staline, que c'est des traîtres. Comment voulez-vous pardonner quand on vous dit, la femme même du président dit que ce sont des traîtres, donc on a bien fait de les tuer? C'est difficile. Les leçons apprises, pour terminer, dernière question. Comment? Leçons apprises après tout ce que vous avez vécu comme difficulté. Oui. Mais la leçon à tirer, c'est que maintenant, il faut essayer d'arranger les choses. Il y a trop de haine ethnique, et ça, c'est pas en Guinée seulement, et essayer de faire la vérité. Et puis, on peut après se réconcilier. D'accord. Alors, pour terminer, donc, en tout cas, merci d'avoir été sur notre plateau. C'est moi qui vous remercie. Merci d'avoir été. Très heureuse. Et je suis arrivée dans un pays accueillant, et avec le président Houphouët-Boigny, j'ai décidé de m'installer en Côte d'Ivoire. Je voulais partir en France, je me suis dit non, je préfère rester ici. La politique qu'il menait, les bases qu'il a fondé ce pays, il a créé une nation, il a créé un État. Ce n'est pas tout le monde en Afrique. Merci beaucoup. En tout cas, je le remercie, même posthume, mais je suis contente. Vous voyez ma médaille. Je remercie les autorités, le président de la République. Et la Côte d'Ivoire et c'est mon pays maintenant, c'est mon pays. Merci beaucoup, Mme Maïmouna Ba Mariga, d'avoir été notre invitée de la page culture. Pour terminer, je vous emprunterai cette belle citation extraite de l'une de vos interviews. Vous vous souvenez certainement, vous avez dit, et je cite, « La vie continue, gorgée d'amour et d'intelligence ». Oui. Merci d'avoir été avec nous. Et pour terminer, nous allons parler de la fête du cinéma à Ouagadougou qui s'achève ce samedi. Après une semaine d'activité, plus de 100 films ont été projetés. Le clap de fin aura lieu ce soir. Qui remportera les Talons d'Or du Yenega 2019? En attendant la réponse, nous allons nous dire au revoir. Le temps pour nous de vous retrouver demain à 20h. Ce journal a été réalisé par Herbe Cœur et Fofana Mamadou. Merci à vous tous de nous avoir suivis.